Neuvelt. Je voudrais maintenant donner la parole à Virginie de Araujo-Recchia, avocate en France. Allez-y, s'il vous plaît. Chers collègues, merci pour vos conclusions. Estimés membres du grand jury, votre honneur, après avoir entendu les témoignages des experts internationaux et des victimes, je voudrais partager avec vous mes conclusions concernant spécifiquement la campagne massive d'injection expérimentale Covid-19 et la violation concomitante du droit à la vie, avec une brève introduction philosophique sur la discrimination et la dignité humaine. Tous les êtres humains naissent et demeurent libres ou égaux en dignité et en droit. Elle confirme la supériorité des considérations humaines sur les considérations scientifiques. Seule l'acceptation de l'homme comme un être humain dans lequel la dignité et le respect sont une priorité en tant qu'attribut inaliénable attaché à chaque individu peut être reconnue de façon absolue. Tout être humain a droit à un traitement décent. La décence implique la bienveillance à l'égard d'autrui et la volonté de s'adapter à la personne de l'autre et à ses besoins. La dignité est l'essence même de l'homme. Défendre la dignité ou sa propre dignité et donc défendre l'humanité. Cette protection prend la forme d'un devoir, le devoir de la communauté d'offrir une vie digne à tout le monde, un devoir essentiel. La législation a tenté de définir cette vie unifiée et ces vies indépendantes qui concourent à l'autonomie de choix et de participation à la vie sociale et culturelle. Maintenant, rappelons la définition de la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Dans les fondements de la métaphysique des mœurs, Emmanuel Kant fait la différence entre ce qui a un prix et ce qui a une dignité. Dans ce monde où règne l'intérêt, tout a un prix ou bien une dignité. Les choses ayant un prix peuvent être remplacées par d'autres choses, mais on ne peut pas remplacer la dignité. Par conséquent, une société qui choisit que l'être humain mérite d'être traité avec dignité est celle que nous voulons. Et si elle ne le fait pas, elle serait une société injuste, immorale, fondée sur la discrimination et l'exclusion. La famille humaine ne serait plus une et serait remplacée par une hiérarchie de dignité. Au bas de la société, les hommes survivraient traités comme des choses. Selon les stoïciens, je ne puis ressentir une inquiétante étrangeté devant un autre être humain, car c'est un humain et un humain ne doit pas être un étranger pour un autre. Cicéron se fait l'écho de Terence et écrit « Je suis un homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Par conséquent, toute violence, toute discrimination à l'égard des personnes qui refuseront de se faire injecter une substance expérimentale, surtout lorsque le produit pharmaceutique en question est inefficace et nocif, voire mortel, viole tous les principes attachés à la dignité humaine. Bref commentaire sur la manipulation des médias de masse pour se faire inoculer des produits pharmaceutiques expérimentaux. À la suite de la déclaration du docteur Bill Rahn, je cite « Les virus sont inscrits dans notre ADN. Nous en touchons des centaines de millions chaque jour. » Curtis Setow, virologue à l'Université de Colombie-Britannique au Canada, dit dans une étude de 2018 que c'est plus de 800 millions de virus qui sont déposés sur chaque mètre carré de la Terre chaque jour dans une cuillère à soupe d'eau de mer. Il y a plus de virus que de personnes en Europe. Nous avalons plus d'1 milliard de virus chaque fois que nous allons nager. Nous sommes inondés de virus.
Un document de 2011, publié dans Nature sur la microbiologie, a estimé qu'il y a plus d'un quintillon de virus sur Terre. Environ 8% du génome humain est d'origine virale. Et les virus sont présents bien avant l'espèce humaine sur la Terre, aidant à donner lieu à la vie. Quel genre d'idée folle est d'atteindre le zéro Covid. Comme le docteur Biliran le confirme, l'idéologie nie les faits et les fabrique selon son bon vouloir et à sa réalité prophétique. Les masses la suivent car elles sont rassurées par son caractère pseudo-explicatif et global. La fiction devient réalité. À cet égard, le Covid-19 a un taux de létalité réel, similaire à celui de la grippe saisonnière, selon l'éminent professeur John Ioannidis. Un rapport intitulé « L'épidémie de Covid-19 a eu un impact relativement faible sur la mortalité en France » et celui-ci a été préparé par des experts français comme Laurent Toubiana, Laurent Mukeli, Pierre Chaillot et Jacques Bouot sur la question de la surmortalité et a été rendu public le 19 mars 2021. Je cite. L'épidémie de coronavirus semble être ajoutée à la liste des nombreux virus inclus, y compris la grippe commune saisonnière, causant plusieurs pathologies respiratoires. Il ne diffère pas de l'alternance des épisodes les plus graves de la saison de la grippe saisonnière. Par conséquent, la comparaison avec la peste médiévale, le choléra ou la grippe espagnole, qui sont florissants dans tous les débats publics, sont totalement inappropriées. En novembre 2020, le renommé docteur Atkinson a déclaré « La chose principale est qu'il y a une hystérie publique totalement infondée qui est alimentée par les médias et les politiciens. Il s'agit d'une trahison. C'est le plus grand canular jamais perpétré sur un public sans méfiance. Ce Covid-19 n'est rien d'autre que la grippe saisonnière. Ce n'est pas Ebola, ce n'est pas ce SARS. C'est de la politique qui joue à la médecine et c'est un jeu dangereux. » Dans un article daté du 22 février 2021, un psychiatre français, le docteur Frédéric Badel, met en garde contre la manipulation des médias de masse. Celui-ci évoque des techniques sectaires et des suicides collectifs afin d'échapper à la fin du monde ou aux extraterrestres. Dans ce cas de virus mortel, le sacrifice est présenté comme un salut. La réalité pèse lourd sur la vie quotidienne. Les messages culpabilisants ont fait place au délire dans lequel des liens logiques se dissolvent. Concernant la véritable nature de l'injection expérimentale Covid-19, de très nombreux virologues et généticiens de divers pays occidentaux, n'ayant pas d'intérêt particulier à se mettre en avant, nous disent que les produits actuellement sur le marché ne sont pas des vaccins, mais des substances génétiques injectables. À ce titre, la FDA a légalement qualifié ces produits de thérapie génique parmi une variété de thérapies de la catégorie des médicaments biologiques, absolument pas dans celle des vaccins. De plus, ces produits pharmaceutiques ayant reçu une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, il est précisé qu'ils sont en période d'essai clinique jusqu'en 2023-2024. Ce sont donc des produits expérimentaux. Monsieur Stéphane Oelrich, président de la division pharmaceutique du groupe Bayer, s'est exprimé comme suit lors du sommet mondial de la santé de Berlin du 24 au 26 octobre 2021, devant 6000 personnes, 120 pays, des experts internationaux du monde académique, politique et du secteur privé. Je cite. Les nouveaux vaccins à ARN messager Covid sont en fait des produits de thérapie cellulaire et génique qui auraient été rejetés par le public sans une pandémie et un marketing favorable. On dit vraiment que cela va stimuler l'innovation. Nous, la société Bayer, croyons aux thérapies cellulaires géniques. Au final, nos vaccins à ARN messager en sont un exemple. J'aime toujours dire que si nous avions effectué un sondage auprès du public il y a 2 ans, seriez-vous prêt à vous faire injecter une thérapie génique ou cellulaire dans le corps? Nous aurions probablement
eu un taux de refus de 95%. Le professeur Michael Lindon a déclaré pendant la session 4 que, bien qu'ils aient habilement réussi à les déguiser sous le mot « vaccin », leur seul point commun avec un vaccin traditionnel est le mot « c'est tout ». Il n'y a aucune autre similitude. Le professeur Alexandra Henrion-Code le confirme également. Dans son rapport d'expertise daté du 11 novembre 2021, le terme vaccin ne peut pas être utilisé dans le sens conventionnel du mot en relation avec ce qui est identifié comme les vaccins Covid-19 de Pfizer, BioNTech, Moderna et AstraZeneca. En effet, ce ne sont pas des vaccins, mais des injections expérimentales géniques autorisées de manière conditionnelle et temporaire en rapport avec le Covid-19. Nous sommes dans une recherche expérimentale, un essai thérapeutique, et non dans le cadre de la validation officielle d'un produit pharmaceutique, ici improprement nommé vaccin, par rapport à la compréhension des utilisateurs. Cela dit, je voudrais me concentrer sur l'application du Code de Nuremberg, afin que vous puissiez confirmer ou non si cette campagne d'injection massive est une violation du droit à la vie, une violation du principe du respect de l'intégrité du corps humain. Avant la Convention sur le génocide, le crime et le terme qui le désigne ont connu leur première consécration juridique officielle dans l'acte d'accusation de l'accusé devant le tribunal militaire international de Nuremberg. Le jugement du tribunal des crimes de guerre à Nuremberg a établi 10 normes auxquelles les médecins doivent se conformer lorsqu'ils effectuent des expériences sur des sujets humains réunis en un nouveau code maintenant accepté dans le monde entier. Ce jugement a établi une nouvelle norme de comportement médical éthique pour l'ère des droits de l'homme de l'après-guerre, et ce document énonce les exigences du consentement libre et éclairé du sujet humain. Le principe du consentement libre et éclairé protège le droit de l'individu à disposer de son propre corps. Le pouvoir historique de Nuremberg fut de consacrer un cadre normatif spécifique à l'expérimentation humaine, fondé sur l'idée que les sujets potentiels sont si vulnérables que leur protection et celle de l'humanité en ces matières ne peuvent être assurées que par des normes impératives liant les expérimentateurs au nom de l'ordre public, et en l'occurrence de l'ordre public international. Ce code reconnaît également que les risques doivent être mis en balance avec les bénéfices escomptés et que les douleurs et les souffrances inutiles doivent être évitées. Ce code reconnaît que les médecins doivent éviter les actes qui blessent les patients humains. Voici une citation. « La grande majorité des preuves dont nous disposons indiquent que certains types d'expériences médicales sur des êtres humains, lorsqu'elles sont maintenues dans des limites raisonnables, bien définies, sont conformes à l'éthique de la profession médicale en général. Les protagonistes de la pratique de l'expérimentation humaine justifient leur point de vue par le fait que de telles expériences apportent à la société des résultats qui ne peuvent être obtenus par d'autres méthodes au moyen d'études. Tous s'accordent cependant à dire que certains principes de base doivent être respectés afin de satisfaire aux concepts moraux, éthiques et juridiques. Norme 1. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne concernée doit avoir la capacité légale de consentir, qu'elle doit être placée en situation d'exercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelques éléments de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou autre forme sournoise de contrainte ou de coercition, et qu'elle doit avoir une connaissance et une compréhension suffisantes de ce que cela implique, de façon à ce qu'elle puisse prendre une décision éclairée. Ce dernier point exige qu'avant d'accepter une décision positive, on fasse connaître au sujet de l'expérience la nature, la durée et le but de l'expérience.
les méthodes et moyens par lesquels elle sera conduite, tous les désagréments et risques qui peuvent être raisonnablement envisagés, et les conséquences sur sa santé ou sa personne qui pourraient éventuellement advenir du fait de sa participation à l'expérience. L'obligation et la responsabilité d'apprécier la qualité du consentement incombent à chaque personne qui prend l'initiative de diriger ou travailler à l'expérience. Il s'agit d'une obligation et d'une responsabilité personnelle qui ne peuvent pas être déléguées impunément. Norme 2. L'expérience doit être telle qu'elle produise des résultats avantageux pour le bien de la société, impossibles à obtenir par d'autres méthodes ou moyens d'étude, et pas aléatoires ou superflus par nature. Norme 3. L'expérience doit être construite et fondée sur les résultats de l'expérimentation animale et de la connaissance de l'histoire naturelle de la maladie ou autres problèmes liés à cette étude. Et ainsi, les résultats attendus justifient la réalisation de cette expérience. Norme 4. L'expérience doit être conduite de façon telle que soit évitée toute souffrance et toute atteinte physique et mentale non nécessaire. Norme 5. Aucune expérience ne doit être conduite lorsqu'il y a une raison a priori de croire que la mort ou des blessures invalidantes surviendront, sauf peut-être dans ces expériences où les médecins expérimentateurs servent aussi de sujet. Norme 6. Le niveau de risque devant être pris ne doit jamais excéder celui de l'importance humanitaire du problème que doit résoudre l'expérience. Norme 7. Les dispositions doivent être prises et les moyens fournis pour protéger le sujet d'expérience contre les éventualités, même ténues, de blessures, infirmités ou décès. Norme 8. Les expériences ne doivent être pratiquées que par des personnes scientifiquement qualifiées. Le plus haut degré de compétence professionnelle doit être exigé tout au long de l'expérience de tous ceux qui la dirigent ou y participent. Norme 9. Dans le déroulement de l'expérience, le sujet humain doit être libre de mettre un terme à l'expérience s'il a atteint l'état physique ou mental dans lequel la continuation de l'expérience lui semble impossible. Norme 10. Dans le déroulement de l'expérience, le scientifique qui en a la charge doit être prêt à l'interrompre à tout moment s'il a été conduit à croire dans l'exercice de la bonne foi, de la compétence du plus haut niveau et du jugement prudent qui sont requis de lui, qu'une continuation de l'expérience pourrait entraîner des blessures, l'invalidité ou la mort pour le sujet de l'expérience. Les témoignages des experts internationaux sur les victimes ont démontré que les 10 normes du Code de Nuremberg n'ont pas du tout été respectées lors de la mise en œuvre de la vaccination de masse Covid-19. Parmi les critères déterminés pour définir le caractère licite ou illicite de l'expérience sur le sujet de l'expérimentation dans la construction jurisprudentielle de Nuremberg, ce dernier endosse un rôle dont le répertoire d'action consiste en le simple exercice de 2 facultés, celle d'autoriser ou de ne pas autoriser l'acte qu'on se propose d'accomplir sur lui. Et là encore, on ne s'adresse pas à la faculté de consentir à la légère. Il est censé être dans l'obligation de prendre une décision éclairée. Il a la faculté de se retirer ou de stopper l'expérience effectuée sur lui-même à tout moment, sans condition et sans sanction. Logiquement, la condition de qualité du sujet est qu'il ait la capacité légale de consentir, ce qui exclut, selon les critères de Nuremberg, l'expérimentation sur les enfants et toutes les personnes légalement irresponsables. Le consentement du sujet, selon Nuremberg, est le consentement d'un volontaire libre de se récuser à tout moment et pas d'un contractant qui se sent obligé. Le consentement ici n'est en aucun cas mobilisé par le cadre de l'échange créatif de la perte de l'obligation. Mais comme condition sine qua non de l'autorisation donnée à l'expérimentateur
de porter atteinte à l'intégrité physique d'autrui, en raison de l'expérimentation telle que cette autorisation est accordée par les lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique, autant que par les principes généraux du droit pénal, tels qu'ils découlent des lois pénales de toutes les nations civilisées. Très important à garder à l'esprit, le consentement avec son irrévocabilité est le critère essentiel pour distinguer d'un point de vue pénal entre la victime et le sujet. Nous avons demandé au professeur Henri Oncode si les personnes injectées étaient capables de donner un consentement libre et éclairé pour prendre une décision éclairée. À cela, le professeur a répondu par la négative. À propos de l'expérience, les juges de Nuremberg prennent soin de fonder la légalité des expériences, non pas tant sur une définition dogmatique que sur des critères pragmatiques de mise en œuvre, comme tout ce qui est mis en place par l'expérimentateur pour éviter les conséquences dommageables réelles et potentielles pour les sujets de l'expérience. L'expérience doit être menée de manière à éviter toute souffrance physique ou mentale et toute blessure inutile. En particulier, les dispositions doivent être prises pour des moyens fournis pour protéger le sujet de l'expérience contre le moindre risque de blessure, d'invalidité ou de mort. Si un certain niveau de risque est admissible, il doit être proportionné. Le niveau de risque à prendre ne doit jamais dépasser celui de l'importance humanitaire du problème que l'expérience cherche à résoudre. Les expérimentateurs doivent être des personnes scientifiquement qualifiées et leurs compétences professionnelles doivent être du plus haut niveau et pas seulement ordinaires. L'article 10 postule qu'il est requis par un scientifique qu'il soit capable d'exercer la bonne foi et le jugement prudent. Honnêteté, bonne foi, prudence. Ce n'est vraiment pas ce dont nous avons été témoins lors de la campagne d'injection Covid-19 de masse. Concernant l'expérience elle-même, elle doit être de nature à produire des résultats avantageux pour le bien de la société, impossible à obtenir par d'autres méthodes, moyens ou études, pas trop aléatoires ni superflues par nature. L'économie du risque et du résultat vaut probablement mieux que de faire courir un risque quelconque à des sujets humains, s'il existe des possibilités de faire autrement. Comme le virus du SARS-CoV-2 est équivalent à la grippe et qu'il existe plus de 15 traitements disponibles pour la prévention ou la guérison, qui représentent un niveau de preuve élevé selon le principe classique de la preuve scientifique avec l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, les stéroïdes, les antihistaminiques, la fluvoxamine, la vitamine D, la vitamine C, le zinc, l'artémisia. Il n'y avait pas besoin de produire d'urgence et d'imposer des injections expérimentales avec une biotechnologie nouvelle. Le docteur Shankara Shetty, au cours de la session 4, nous a rappelé que le premier travail du médecin pour établir un diagnostic consiste à analyser les symptômes de son patient et non pas à demander le résultat d'un test inefficace. Il a traité ses patients avec un protocole qu'il a établi, hydroxychloroquine, stéroïdes et antihistaminiques, vu la suspicion que la protéine spike provoque des allergies. Et ça marche. Il a même déclaré que l'injection expérimentale prolongerait l'exposition à l'agent pathogène, qui est une protéine spike contenue en grande quantité dans ces produits pharmaceutiques. Le docteur Brian Hardis a demandé pourquoi ne pas utiliser l'ivermectine au lieu du remdesivir qui cause des dommages et la mort, mais qui est pourtant largement promu par le docteur Fauci. Également administré aux enfants maintenant aux États-Unis, le docteur Hardis a également parlé du midazolam, qui est comme le Rivotril en France et qui a causé de nombreux décès parmi les personnes âgées, comme le témoigne John O'Looney, un directeur de funérailles du Royaume-Uni.
Nous avons demandé au professeur Bakdi si l'OMS, les agences de santé publique, les producteurs de produits pharmaceutiques expérimentaux concernés, leurs entrepreneurs et investisseurs, avaient respecté les 10 normes du Code de Nuremberg. Ce à quoi le professeur Bakdi a répondu catégoriquement non. Quelques observations de plus. Concernant l'injection thérapeutique génique, le principe de précaution n'a pas été appliqué. Les études randomisées qui ont conduit à l'autorisation conditionnelle de mise sur le marché ont toutes été menées par les fabricants eux-mêmes. Aucune indépendance dans ce mauvais essai clinique randomisé. Les autres études en vie réelle sont presque toutes financées directement ou indirectement par ces mêmes laboratoires pharmaceutiques. Il n'y a pas eu d'études de génotoxicité, de cancérogénicité, de tératogénicité, sous prétexte que cela ne s'applique pas à des vaccins. Tous ces produits sont des thérapies innovantes qui utilisent des acides nucléides jamais utilisés sur une population saine. Il n'y a actuellement pas ou très peu de données disponibles, en particulier pour le produit de Pfizer, pour soutenir des études dont les résultats ne seront pas publiés avant décembre 2023. L'anaphylaxie, les preuves de sécurité d'importance, l'utilisation pendant la grossesse, l'utilisation chez des patients immunodéprimés, des patients fragiles avec comorbidité, des patients avec des maladies auto-immunes ou inflammatoires. À ce jour, il n'y a pas eu de vérification officielle à la composition exacte de ces produits pharmaceutiques expérimentaux. Malgré les fortes suspicions souvent déclarées d'excipients interdits, oxyde de graphène, ALC 315, le docteur Gatti a déclaré avoir observé des nanoparticules, des nano-entités non biocompatibles et certainement responsables d'effets secondaires dans ces substances expérimentales Covid-19. Il faut relever que de la documentation classifiée de la FDA concernant l'injection expérimentale, présente dans ce précédent code, correspondent à la divulgation d'informations qui entraveraient l'application d'une technologie avancée au sein d'un système d'armement américain. Des milliers de décès et des effets secondaires graves sont signalés à la suite de la campagne de masse d'injection Covid-19. La base globale de vigilance de l'OMS, VigiAccess, montre qu'en un an, le nombre de rapports d'événements indésirables rapportés pour les injections pharmaceutiques Covid-19 est 10,8 fois plus élevé qu'en 53 ans pour tous les vaccins contre la grippe. En 53 ans de vaccination contre la grippe, 267 000 enregistrements signalés. Depuis le début de la campagne de vaccination Covid-19, le professeur Henri Oncode a déclaré lors de la session 4 que la base de données VigiAccess contenait plus de 3 millions d'événements indésirables signalés en février 2022. En outre, un rapport confidentiel de Pfizer, obtenu et publié à la suite d'une procédure de liberté de l'information, fournit des données sur les décès et les événements indésirables enregistrés par Pfizer depuis le début d'un projet de vaccination de décembre 2020 à février 2021. Sur une période très courte de moins de 3 mois, le rapport confidentiel de Pfizer contient des preuves détaillées de l'impact des injections expérimentales sur la mortalité ou la morbidité. En février 2021, Pfizer avait déjà reçu plus de 1200 rapports de décès probablement dus au vaccin et des dizaines de milliers de rapports d'effets indésirables, dont 23 cas d'avortement spontané sur 270 grossesses. Et plus de 2000 rapports de problèmes cardiaques. De nombreux experts internationaux nous avertissent depuis des mois que ces injections risquent de bloquer toutes nos défenses immunitaires, ce qui nous mettrait en situation de danger permanent. Notamment le professeur Vanden Bossche, qui avait d'importantes responsabilités au sein des laboratoires Pfizer et Novartis. Le professeur Mike Yandon, le professeur Sucharit Bhakdi, le professeur Robert Malone,
le professeur Peter McCullough, qui nous mettent en garde en nous conseillant d'arrêter immédiatement cette soi-disant campagne de vaccination. En effet, il est dénoncé que ce médicament expérimental provoque un phénomène d'aggravation dépendant des anticorps contre les variants. La facilitation de l'infection par ce produit pharmaceutique expérimental peut amener les gens à développer des formes plus graves de la maladie que s'ils n'étaient pas vaccinés. Alors, avec les doses de rappel, le phénomène est accentué et peut fragiliser les personnes. En effet, si d'une part, nous assistons à une augmentation impressionnante du nombre d'effets néfastes immédiats, d'autre part, nous n'avons aucune idée des effets à long terme, et notamment ceux annoncés par plusieurs virologues de renommée mondiale. Alors que l'Agence fédérale américaine des médicaments a pu mettre fin à un essai clinique suite à un seul décès, selon le Dr McCullough, 25 à 50 décès au cours d'une comparaison de vaccins sont largement suffisants pour mettre fin à un essai clinique selon les règles éthiques communément admises. Nous avons franchi cette limite éthique avant même que ces produits expérimentaux ne soient mis sur le marché. Ce n'est pas acceptable. De plus, ces produits sont inefficaces. Dans une étude datée du 13 septembre 2021, dans le journal européen d'épidémiologie, les auteurs constatent que les populations les plus vaccinées sont aussi celles où l'on constate le plus de cas de Covid-19 et vice-versa. Une méta-analyse publiée le 14 juillet 2021 a démontré que l'immunité humaine naturelle au SARS-CoV-2 est plus efficace contre tous les variants. Une autre étude en préimpression de l'Université de Tel Aviv, publiée le 24 août 2021, indique que l'immunité naturelle serait environ 13 fois plus forte que celle obtenue en recevant 2 doses d'injection de Pfizer-BioNTech. Enfin, l'immunologiste Bart Claassen a publié le 25 août 2021 les résultats de son analyse des essais cliniques randomisés des vaccins génétiques Pfizer, Moderna et Janssen. Comme d'autres scientifiques l'ont exprimé, il conclut, après avoir réanalysé les données de ces essais cliniques en prenant en considération les morbidités, toutes causes confondues dans le groupe vaccin par rapport au groupe placebo de l'essai, que le vaccin ne présente alors pas d'avantage pour la santé. Tous les essais montrent une augmentation statistiquement significative de la morbidité, toutes causes confondues dans le groupe vacciné par rapport au groupe de placebo. Sur la base de ces données, je cite, « Il est presque certain que la vaccination de masse Covid-19 est nocive pour la santé de la population générale. Les principes scientifiques dictent que la vaccination de masse contre le Covid-19 doit être arrêtée immédiatement car nous sommes confrontés à une catastrophe publique induite par le vaccin. » Il y a des conséquences sur la fertilité. De plus, en lisant le rapport du professeur Alexandra Henry-Oncode et après avoir pris connaissance d'une de ses interventions vidéo, nous constatons qu'il y a des raisons très sérieuses de s'inquiéter des conséquences des substances génétiques expérimentales sur la fertilité des personnes en âge de procréer, ainsi que pour les futures générations. La fiche technique de ces produits pharmaceutiques expérimentaux indique qu'aucune étude préalable n'a été menée pour déterminer les effets nocifs potentiels sur les femmes enceintes et les fœtus. Abus de faiblesse et incitation auprès des femmes enceintes ou allaitantes à participer à un essai clinique. Les gynécologues et autres spécialistes du monde entier voient un nombre très élevé de fausses couches et de troubles de cycle menstruel des femmes qui ont reçu l'injection de la substance génétique et expérimentale contre le SARS-CoV-2. Voici ce que dit le Dr James Thorpe, gynécologue obstétricien et membre du Florida Board of Maternal and Fetal Medicine, dans une lettre datée du 12 janvier 2022, à laquelle il a joint la référence de 1019 publications scientifiques revues par ses pairs, alertant l'American Board of Obstetric and Gynecology. Alors il dit, je cite, car c'est très important, « Les menaces que vous avez fait circuler auprès de tous vos spécialistes et sous-spécialistes
ont eu pour effet de pousser les injections de thérapie génique expérimentale chez toutes les femmes en âge de procréer et les femmes enceintes, avec des conséquences extrêmement graves. De nombreuses sources indépendantes dans le monde entier ont observé une augmentation significative de fausses couches, de décès fœtaux, de malformations fœtales, d'inflammations graves du placenta, de graves retards de croissance intra-utérin, de décès néonatal, de décès de nourrissons, de maladies auto-immunes chroniques sur l'enfant et les nouveau-nés, de syndrome d'immunodéficience permanent, de maladies chroniques permanentes du SNC, de déficiences cognitives chroniques, de troubles épileptiques et de cancer néonatal chez les nourrissons, d'infections opportunistes ainsi que de nombreuses autres conséquences désastreuses. Veuillez comprendre et reconnaître qu'il ne m'incombe pas de prouver cela à l'association des gynécologues ou à qui que ce soit d'autre. Il incombe plutôt à ceux qui recommandent cette thérapie génique expérimentale extrêmement dangereuse de présenter les données de sécurité avant de la proposer à toutes les femmes enceintes. Des études animales démontrent clairement que les nanoparticules lipidiques, avec leur chargement d'ARN messager, traversent toutes les barrières créées par Dieu, y compris la barrière hémato-encéphalique, la barrière placentaire et la barrière hémato-encéphalique fœtale. On sait également qu'il existe une concentration très élevée de nanoparticules lipidiques dans les ovaires de la mère, du fœtus et du nouveau-né. Comme vous le savez, un fœtus féminin naît avec toutes ses gamètes, environ 1 million d'ovules, dans les ovaires, et chacun est exposé à ces nanoparticules lipidiques potentiellement toxiques. Il est maintenant largement connu et compris que le vaccin, qui est en fait une thérapie génique expérimentale, fonctionne en induisant une inflammation. Or, l'inflammation chez l'embryon et le fœtus en développement est un signe distinctif de dommages permanents, de malformations, de décès, d'insuffisance placentaire et de maladies chroniques potentiellement permanentes pour la progéniture, notamment de graves perturbations immunologiques et la perturbation des récepteurs TOL7 et TOL8 sur les membranes cellulaires. La perturbation de ces récepteurs TOL7 et TOL8 qui sont responsables de la surveillance immunitaire et de la suppression des cancers et des infections opportunistes dans l'organisme, notamment l'herpès, le zona, le CMV, le HPV, la tuberculose, la toxoplasmose et bien d'autres. Le professeur Sucharit Bhakdi a déclaré la même chose pendant les sessions. Le docteur Ryan Cole, pathologiste de premier plan, a constaté une augmentation frappante de cancers extrêmement rares chez les nouveau-nés et les nourrissons. Maintenant, les mesures de planification destinées à prévenir les naissances sont considérées comme un acte qualifié de génocide. Dans un article daté du 14 avril 1945, intitulé « Génocide, a modern crime », le génocide, un crime moderne, Raphaël Lemkin, un juriste qui a inventé le terme de génocide, énumère entre autres ce qui suit. Cette agression constitue une menace grave pour la vie, la liberté, la santé ou la survie économique, ou pour l'ensemble de ces facteurs réunis. Les auteurs peuvent être des représentants de l'État ou des groupes politiques ou sociaux organisés. La responsabilité devra incomber aux individus, tant à ceux qui donnent les ordres qu'à ceux qui les exécutent. Le coupable ne pourra pas faire valoir pour sa défense qu'il a agi conformément aux lois de son pays, puisque le génocide doit être déclaré contrairement au droit international et à la morale. Dans un article de 1947 intitulé « Le génocide en tant que crime de droit international », Raphaël Lemkin inclut dans la définition du génocide non seulement le meurtre de masse, mais aussi le contrôle forcé des naissances, les avortements imposés, la stérilisation forcée, ainsi que les dispositifs qui mettent sérieusement en danger la vie et la santé.
Il y a aussi la question de modification du génome humain suite au rapport du 10 novembre 2021 rédigé par le professeur Alexandra Henry-Ancode. Je cite : « Au-delà de la sécurité, quel est le risque éthique lié à l'administration d'ADN recombinant ou d'ARN exogène ? Quels sont les risques éthiques de la modification du génome et de leur transmission suite à l'administration d'ARN synthétisé artificiellement ainsi que d'ADN recombinant ? La modification du génome est-elle un scénario qui a été envisagé et discuté ? La lisibilité de cette modification est-elle anticipée, comprise et souhaitée ? Ces questions sont d'autant plus importantes dans les pays où la Convention d'Oviedo pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine a été ratifiée en 1997. Cette convention vise à prévenir les dérives possibles de toutes les techniques de génie génétique. En effet, l'introduction de séquences non naturelles dans le génome humain et donc non choisies par la nature, comme c'est le cas avec ces vaccins à ARN messager et l'utilisation de vaccins OGM, pourrait exposer l'humanité à des risques imprévisibles et désastreux. Ceci nous amène à l'analyse de Raphaël Lemkin qui insistait sur la nature biologique imprévisible du génocide comme visant à la dégradation physique, voire à la destruction de la population concernée. Il était fermement convaincu que le génocide relevait du droit naturel et qu'il n'était fondamentalement pas différent de l'homicide. Comme dans le cas de l'homicide, c'est le droit à l'existence, le droit naturel des individus qui sont en cause. Faire du génocide un crime, c'est proclamer le principe du droit naturel à l'existence de chaque groupe national, racial et religieux. Il ajoute que l'effectivité de la destruction partielle ou totale du groupe n'est pas nécessaire pour conclure à l'existence d'un génocide. Il suffit que l'un des actes énumérés dans la définition soit perpétré avec une intention spécifique. En ce qui concerne la solution apportée par les juges du procès du Code de Nuremberg à travers le procès dit de Nuremberg, la défense des auteurs s'appuie sur le point principal suivant. Dans un État totalitaire en temps de guerre, il n'y a pas de responsabilité personnelle. C'est une nécessité de l'État qui se substitue à la volonté individuelle. Et il n'y a pas de consentement valable, ni des médecins expérimentateurs, ni des sujets. Dans ces conditions, l'intérêt de la science au service de la défense de la nation prime sur celui de l'individu. N'est-ce pas ce à quoi nous assistons actuellement ? Au cours du procès de Nuremberg, les juges prirent progressivement conscience de l'insuffisance du matériau normatif fourni par le serment d'Hippocrate pour trancher les débats sur l'universalisme des règles de la morale médicale. Ils disent clairement que toutes ces expériences impliquant brutalité, torture, blessures invalidantes et décès ont été menées au mépris total des condamnations internationales, des lois et coutumes de la guerre, des principes généraux du droit pénal tel qu'il résulte des lois pénales de toutes les nations civilisées et du Conseil de contrôle. Il est clair que l'expérimentation humaine, dans de telles conditions, est contraire au principe de droit de la nation, tel qu'il résulte des usages établis par les nations civilisées, aux lois de l'humanité et aux dictates de la conscience publique. Concernant les prévenus, et ce sera ma dernière observation, la fondation Bill et Melinda Gates finance l'OMS, le Forum économique mondial, l'Alliance pour les vaccins Gavi, qui promeut les vaccins dans le monde. M. Gates gagne une fortune considérable avec les vaccins. Nous l'avons vu dans la vidéo, beaucoup plus qu'avec Microsoft, comme il l'a dit publiquement. Nous avons demandé au professeur Mike Hindon si cela pouvait être de simples erreurs de la part des fabricants de vaccins. Le professeur Mike Hindon a répondu que, je cite, « Les 4 grandes entreprises qui ont mis au point ces vaccins génétiques ont toutes décidé de choisir les parties
les plus inappropriés du virus pour fabriquer un vaccin. Alors, comment ces 4 sociétés ont-elles pu indépendamment, à moins qu'elles ne soient de connivence, faire exactement les mêmes erreurs? Eh bien non, elles ne l'ont pas pu. Elles se seraient corrigées mutuellement et auraient sûrement proposé plusieurs modèles différents. Si vous ne parvenez pas à être premier de la classe ou à vous démarquer clairement de la concurrence, vous abandonnez généralement la lutte ou vous faites quelque chose de différent. Mais non, tous les 4 ont présenté un projet mal conçu et ont fait les mêmes erreurs. À propos, si vous lancez un nouveau programme, la probabilité qu'il soit un jour sur le marché est une fraction de 1%. C'est ce qu'on appelle le taux d'attrition. Lorsque les programmes passent de leur phase de création à leur phase de développement, la probabilité qu'ils arrivent sur le marché est très faible. Quelle est la probabilité pour que les 4 laboratoires aient pu réussir en même temps? Je dirais qu'on peut montrer mathématiquement qu'elle est infiniment petite. Donc, ils n'ont fait aucune des choses qu'ils disent avoir faites. Par conséquent, je crains qu'il y ait une conspiration, une collusion entre les entreprises pharmaceutiques, les régulateurs et les personnes qui leur permettent d'aller de l'avant. Donc non, ça ne peut pas être une erreur. À propos des médicaments expérimentaux Covid-19, Rochelle Walensky, directrice du Centre américain de prévention et de contrôle des maladies, le CDC, a déclaré lors d'une interview du 6 mars 2022, je cite, « Nous étions si nombreux à vouloir qu'il soit utile. Peut-être avons-nous été trop enthousiastes et trop optimistes. Nous rappelons également que le directeur de Pfizer, principal producteur des ventes de l'injection expérimentale Covid-19, M. Albert Bourla, a obtenu un diplôme de vétérinaire et un doctorat en biotechnologie de la reproduction. Ce dirigeant ne se soucie pas des conséquences dévastatrices des projets qu'il met sur le marché et n'hésite pas à faire des déclarations trompeuses et manipulatrices. Rien d'étonnant de la part d'une multinationale multirécidiviste. En effet, nous constatons de nombreux faits de corruption de la part des médecins et des fonctionnaires du gouvernement, ainsi que des faits de publicité mensongère, ce qui est corroboré par des articles de presse concernant Pfizer. Par exemple, depuis 1995, Pfizer a dû payer 6,6 milliards de dollars à la suite de 42 procès, dont 6 sont actuellement en cours. Albert Bourla, PDG Pfizer, a déclaré lors d'une intervention datée du 12 mars 2022 « Ce type de produit pharmaceutique n'était pas la spécialité de Pfizer, mais ils ont dit qu'il fallait le faire. Ils ont dit qu'il fallait le faire. » Tout est dit dans cette phrase. J'espère que cette observation vous aidera à vous faire une opinion sur la responsabilité des contrevenants. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter mes conclusions.